Non, je voulais présenter les accords Toltec, que je trouve intéressants, parce qu'il y a beaucoup de tensions, de difficultés que l'on peut avoir avec soi-même et dans sa relation aux autres, qui viennent de nous pour la plupart. La difficulté des accords Toltec, c'est que tout le monde les connaît, mais c'est difficile de se les approprier. Donc il y a un certain nombre de présupposés sur les accords Toltec. Le premier qu'on trouve en PNL, c'est que notre réalité n'est pas la réalité. Nous construisons la réalité au regard de notre éducation, au regard de notre personnalité, au regard de notre vécu, donc au regard du filtre que nous avons entre le monde et nous. En fonction de la représentation que nous faisons de la réalité, on va l'interpréter et nos interprétations peuvent être souvent à l'origine soit de notre bonheur ou soit de notre malheur, dit l'auteur, Miguel Ruiz, qui a écrit des bouquins sur les 4 accords Toltec et il en a sorti un dernier sur le 5e. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si je suis malmené par mon écosystème, je peux me libérer des souffrances parfois inutiles en passant un accord avec moi-même. Donc on est bien dans une approche où ça part de moi. Le premier accord, c'est faire en sorte que votre parole soit impeccable, c'est-à-dire faire attention à la manière dont on communique. Le second, c'est ne pas faire de ce qui se passe une affaire personnelle, ce qui est extrêmement compliqué. Également, ne pas faire de suppositions sur la situation. Comme on est dans un environnement qui est nouveau, essayer de se dire que le plus important, c'est de faire de son mieux, sachant que pour s'approprier ces 4 accords, il y a un 5e accord qui est basé un peu sur le doute et qui dit que pour pouvoir vous réapproprier tout ça, c'est important de douter. Ne considérez pas tout comme vrai, remettez en question, mettez à l'épreuve et pour ce faire, apprenez à écouter davantage ce que vous vivez. Donc on va les voir un par un. Donc que votre parole soit impeccable. Pourquoi? Tout simplement parce que l'éloignement physique augmente l'importance de la parole. Pourquoi cet accord existe? Tout simplement parce qu'il y a un écart entre ce que je dis et ce que j'ai envie de dire et la manière dont il est interprété, tout un tas de phénomènes qui se passent. Et souvent, on peut être amené à évoquer un certain nombre de propos sous l'influence d'une émotion, généralement négative. Cet accord, il nous invite finalement à prendre le temps, surtout quand il y a des messages importants à faire passer, à mesurer l'impact de nos propos sur les autres. Sachant que en plus, en France, on est quand même assez pessimiste. Il faut bien intégrer le fait que quand on est dans un environnement anxiogène comme ça, c'est important de se montrer rassurant. Et puis la deuxième particularité de notre pays, c'est que nous sommes extrêmement râleurs. Quelles que soient les décisions que l'on prenne, ça va pas. On voit bien d'ailleurs en ce moment, les médias s'en délectent. Ils vont toujours aller chercher la petite bête, parce que c'est ça aussi qui vend. Ce qu'il faut intégrer, c'est que lorsqu'on est à distance, il y a une altération des filtres sensoriels, c'est-à-dire que vous ne voyez qu'une partie, notamment le visage. Or, on va voir tout de suite après l'idée que l'on se fait d'une personne, c'est sur la globalité du comportement, de l'attitude. Il peut y avoir une altération de l'auditif de 20%, c'est une estimation qu'on a fait avec des personnes. C'est-à-dire que c'est la qualité du son qui n'est pas là, et on a une altération de 100% du kinesthésique. Le kinesthésique, c'est le toucher, c'est ce que je ressens quand je suis au contact de l'autre, et de l'olfactique, bien évidemment, même si c'est un petit peu moins important. Donc, quand on a compris que la représentation que l'on se fait de l'autre tient à 55% sur le comportement, le non-verbal, et à 38% sur le paraverbal, il suffit juste de prendre conscience que les relations à distance altèrent en grande partie la représentation que je peux avoir. C'est pour ça que je suis plus sujet à l'interprétation. Puis il y a un autre phénomène qu'on appelle la dilution. En général, entre ce que l'émetteur pense et ce que le récepteur retient, on ne retient que 30% du message. Donc on imagine assez aisément qu'avec l'altération de tout ce qu'on vient de voir avant, le pourcentage baisse. C'est pour ça qu'il faut être d'autant plus vigilant à ce que l'on dit, aussi bien sur le fond que sur la forme. Alors, cet accord, il nous invite à revisiter la forme. Que préférez-vous que je vous dise? Est-ce que vous préférez que je vous dise tu ne me respectes pas? Ou est-ce que vous préférez que je vous dise je ne me sens pas respecté? Donc, vous voyez, on dit exactement la même chose, sauf que dans le premier cas, on est dans le tu. Et moi, je travaillais à l'Opéra de Paris, on disait que le tu tue. C'est pas drôle, mais bon. C'est-à-dire que quand on est dans le tu, on est dans un jugement. Et donc, l'autre, forcément, risque de mal le prendre parce qu'il le perçoit comme étant un jugement. Alors que lorsqu'on est dans le jeu, on ne fait qu'exprimer un ressenti. Quand on est dans une relation à distance, ça me paraît intéressant puisque on l'a pas en face, la personne, d'être un peu plus attentif à la manière dont on s'exprime. Donc l'enseignement du premier accord, que votre parole soit impeccable, nécessite d'être un peu plus attentif et attentionné dans sa communication verbale, et ça sous-tend une nouvelle posture qu'est la bienveillance. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, la notion de bienveillance, ça commence à être un peu galvaudé, mais retenons juste l'idée de faire attention à ce que l'on dit,
Parce que ce n'est pas parce que moi j'ai ces propos et que je ne les prends pas mal que pour autant les autres ne vont pas le prendre mal. Vous avez un deuxième accord qui est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Dans la relation à distance, comme on peut mal interpréter certains propos, certains actes, on a plutôt tendance à le prendre à titre personnel. C'est ce que dit cet accord en fait, hein. C'est que quand il y a quelque chose qu'on ne s'explique pas, on a tendance à le ramener sur soi et à considérer que l'action, la non-action de l'autre est une critique ou un reproche qui nous est fait. Et donc c'est un comportement qui est quand même relativement égotique. Donc quand on le prend pour soi, par exemple, la personne ne m'a pas appelé depuis 3 heures, donc c'est qu'elle est en colère contre moi, ou j'ai fait quelque chose de pas bien, donc je le ramène à soi. Ça nécessite de pouvoir apprendre à prendre du recul. Déjà, on peut se poser une question, pourquoi je le prends pour moi alors que finalement moi j'ai rien fait de spécial. Et puis pour pouvoir y parvenir, il faut apprendre à se dissocier émotionnellement. Donc je vais vous montrer un modèle que je trouve intéressant, qui sont les niveaux de logique de Robert Dietz, qui dit que en fait, quand il y a un problème avec une personne ou avec moi-même, il faut identifier à quel niveau se situe le problème. Il peut être au niveau 1, à savoir je perds sens, ça peut être au niveau de l'identité, je ne corresponds pas à ce que j'aimerais être, ou la personne m'attaque à titre personnel. Ça peut être au niveau des valeurs et des croyances. Donc les propos, la situation vont altérer mes valeurs, la notion de respect notamment, hein. C'est pas parce que j'ai 10 minutes de retard que je respecte pas l'autre, j'ai juste 10 minutes de retard. Mais on prend un titre personnel parce qu'on considère que la personne ne nous respecte pas. Ça peut être au niveau des capacités, des compétences, ou alors des attitudes, des comportements, puis vous avez un autre niveau qui est l'environnement. Alors ce modèle est intéressant parce que en fait, il dit qu'une entreprise ou une personne sont épanouies, performantes, efficaces quand tous les niveaux sont alignés. Donc je vais vous soumettre une petite animation. Vous apprenez qu'un de vos collaborateurs raconte à qui veut l'entendre que vous êtes incapable de manager correctement votre équipe. Quand il dit ça, à quel niveau, de votre point de vue, fait-il référence? Donc c'est bien, vous avez bien intégré cette notion-là. Donc effectivement, pour faire un parallèle, c'est pour ça qu'on dit, en termes d'éducation, on ne dit pas d'un enfant qu'il est méchant parce qu'il a poussé son petit camarade de classe. On dit que ce qu'il a fait est méchant. Donc on dissocie le comportement de l'identité. Le risque, effectivement, c'est d'avoir une confusion. Donc quand je dis que vous n'êtes pas capable, je suis bien dans les capacités, mais souvent, là c'est un exercice qu'on fait entre nous, mais souvent, comme ça va très vite, on a plutôt tendance à le prendre au niveau identitaire, donc à se remettre en question, donc à en faire une affaire personnelle. Et quand on est dans ce cas-là, c'est intéressant de se poser la question, mais quand il tient ce genre de propos, quel est le niveau qu'il évoque? Ça permet d'éviter d'être victime de ce qu'on appelle la confusion des niveaux logiques. Donc ça, c'est une première petite astuce. Également, prendre conscience que quand on ne vit pas bien quelque chose, quand on le prend à titre personnel, c'est souvent parce qu'on est d'une certaine manière victime d'une émotion. C'est important de prendre conscience et de comprendre la raison d'être et la vocation des émotions. Par exemple, la colère. Quand on est en colère, c'est quand on estime qu'il y a une valeur qui est altérée. Par exemple, je peux être en colère contre la situation parce que je ne peux plus contrôler mon activité. Et donc, du coup, ça nous invite à revisiter un certain nombre nos valeurs et de se dire, bah là, est-ce qu'aujourd'hui, il est franchement raisonnable et réaliste de penser que je peux avoir le contrôle dans le contexte que nous vivons? Quand on est dans la peur, on est dans une croyance aussi, et on croit que quelque chose de terrible va nous arriver. C'est une construction, ça n'est pas vrai, puisque c'est une croyance orientée future, ça n'est pas encore arrivé. Donc quand vous ressentez de la peur, c'est intéressant de se dire, ben non, ben, finalement, c'est moi qui construis ça, c'est pas si certain que ça, qu'est-ce qui me fait penser que, et qu'est-ce que je dois faire pour que ça n'arrive pas? Quand on est dans le stress qui n'est pas une émotion, hein, le stress c'est une réaction physiologique, on ne se sent pas capable de pouvoir je sais pas, réaliser une activité, atteindre un objectif, c'est aussi une croyance. Donc vous pouvez, quand ça arrive, vous questionner en vous disant mais qu'est-ce qui me fait dire que je ne suis pas capable? Et du coup, que dois-je apprendre pour devenir capable? Et quand on est dans la tristesse, c'est également une croyance. Par exemple, ça ne sera plus jamais comme avant. C'est de revisiter ce qui me fait croire que ça ne sera plus jamais comme avant. Et si c'est le cas, de se questionner sur finalement qu'est-ce que j'ai perdu d'important pour pouvoir rebondir et continuer d'avancer. Une autre technique qu'on appelle les 3 positions de perception que je trouve particulièrement intéressant, c'est quand vous avez une difficulté, mettons, relationnelle avec une personne, c'est prendre 3 positions. Je vous ai donné un exemple. La première position, donc on part toujours d'un fait. Par exemple, un collaborateur qui vous reproche
d'être un mauvais manager parce que vous ne lui consacrez pas assez de temps. Donc si vous ne lui consacrez pas assez de temps, c'est que vous ne vous intéressez pas à lui. Donc ça, c'est sa représentation, c'est son droit. Maintenant, on peut le prendre au niveau identitaire, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc si c'est le cas, il y a un petit exercice qui est relativement, alors je vais dire simple, parce que moi, je le pratique depuis des années, mais c'est de se mettre dans 3 positions. La première position, c'est la vôtre, à savoir quand tu vis ça, quand tu es face à ce genre de propos, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu te dis. Ça permet de prendre conscience de ses ressentis et de sa perception de la réalité pour voir si on n'est pas dans l'interprétation. Ensuite, on se déplace, parce qu'en général, c'est un exercice qu'on fait physiquement. Et là, on va se mettre à la place de l'autre, donc de celui qui nous formule des reproches, en se disant, ben, je me mets à la place de l'autre et je vais aller explorer ce que la personne ressent, ce qu'elle se dit. Une étape qui est un peu complexe, mais en même temps, ça s'appelle l'empathie, hein, c'est se mettre à la place de l'autre pour mieux comprendre, et rien qu'en faisant ça, ça va changer un peu les choses. Et puis vous avez une troisième étape qu'on appelle l'observateur, qui va, donc c'est toujours vous, hein, vous allez vous questionner, bah, moi quand j'écoute ce que ma première position et ma deuxième position, donc quand je suis moi et quand je suis l'autre, du coup ça provoque quoi, qu'est-ce que je me dis et quels conseils je pourrais me donner pour trouver une solution à cette difficulté. Donc ça c'est une technique de PNL que je trouve relativement intéressante, donc à creuser. N'en faites pas une affaire personnelle, c'est tout simplement prendre conscience du risque d'interprétation, donc de prendre du recul, c'est pour ça qu'on a une posture qui est adaptée, qui est le relativisme. Ensuite, vous avez un troisième accord qui est que on peut avoir tendance à faire des suppositions. Alors bien évidemment, quand on fait des suppositions, il y a des personnes qui font des suppositions positives, mais souvent ce sont des suppositions négatives. Donc attention aux suppositions. Les suppositions, c'est totalement normal, parce qu'on a tendance à se fier tout de suite à notre premier ressenti, et on ne prend pas le temps de vérifier ces suppositions, d'où la nécessité de s'accorder du temps pour pouvoir les vérifier. Et là, pour être certain finalement qu'on n'est pas dans une mauvaise interprétation, rien de mieux que de poser des questions à l'autre pour s'assurer que l'on a bien compris. Et donc là, ça nous permet de voir si on est d'accord ou pas d'accord. Un petit exercice que je vous soumets pour voir ce que ça donne. Donc, mettons qu'un collaborateur qui travaille à distance depuis 10 mois refuse d'actionner sa caméra. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez m'écrire ce que vous en pensez? Donc, vous voyez bien que là, en fait, on a un comportement qui est le refus d'actionner une caméra. Mais tant qu'on ne sait pas pourquoi, tant qu'on n'a pas posé la question, pourquoi on est dans l'interprétation. Et bien évidemment, comme vous allez le voir, on a plutôt tendance à interpréter négativement la situation. Donc, je vais vous présenter le biais de la négativité. Ça, c'est très intéressant parce qu'au-delà de notre culture pessimiste et critique, propre à la France, on est sujet parfois à un certain nombre de biais cognitifs, dont notamment le biais de la négativité, qui consiste à apercevoir davantage les aspects négatifs que positifs d'une situation. À la préhistoire, on avait plutôt tendance à être attentif à un danger et à le garder dans notre mémoire à long terme, plutôt que de se réjouir d'une satisfaction. Donc, nous avons tendance déjà, nous, à nous concentrer sur ce qui ne va pas pour nous protéger. On sait que la petite baie rouge, il ne faut pas la manger parce qu'après on a du mal à la digérer. Et puis le deuxième point, c'est sociétal, parce qu'il y a une étude qui a été faite qui dit qu'entre 0 et 17 ans, un être humain a entendu à peu près 150 000 fois des feedbacks négatifs, genre c'est pas bien ce que tu fais, t'as pas le droit, et seulement 5 000 fois des feedbacks positifs. Et on sait qu'il faut à peu près 10 feedbacks positifs, donc 10 signes de reconnaissance positifs, pour compenser un signe de reconnaissance négatif. Donc ça, c'est important juste de se dire, c'est normal. Donc je dois être vigilant pour voir si je ne suis pas dans ce biais-là, victime de ce biais-là, pour éviter de mal interpréter. Quand on est dans l'accord, ne faites aucune supposition, c'est tout simplement prendre conscience que du fait de l'éloignement et de l'altération de ma perception, je peux légitimement faire des suppositions qui ne sont pas forcément les bonnes. Et donc, pour éviter d'être dans cette mauvaise représentation qui aura une influence sur la relation, c'est apprendre à être un peu plus autotique. Vous avez un quatrième accord qui est fait toujours de votre mieux. On voit bien qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se mettent une pression parce qu'on a peur, hein, c'est légitime, on ne sait pas de quoi demain est fait. Et le caractère anxiogène, et qui dure en plus, hein, de cette situation fait que eh bien, ça peut altérer l'efficacité, mettre une pression et augmenter le stress. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans une société, on va le voir, qui a plutôt tendance à accorder de la valeur à une personne au regard de son niveau de conformité à un certain nombre d'injonctions comme soit parfait, soit fort, être le meilleur, et qu'on est dans une situation qui ne permet plus à 100%. Donc,
perd un peu la maîtrise de tout ça. Et la difficulté majeure, c'est d'arriver à faire la part des choses entre le faire de votre mieux, qui n'est pas du laxisme, qui peut être perçu comme du laxisme, mais c'est d'arriver à faire la part des choses entre ce sur quoi je peux agir et ce sur quoi je ne peux pas agir. Donc ce qui fait qu'on vit mal cette situation, c'est qu'il y a une dissonance entre d'un côté un écosystème qui nous dit qu'il faut être parfait pour avoir de la valeur, et d'un côté la vraie vie qui nous dit que la perfection n'existe pas. Donc c'est compréhensible que par certains moments on soit un petit peu complètement déphasé. Et pour répondre à cette dissonance cognitive, rien de mieux de mon point de vue que d'exprimer officiellement les difficultés qui sont nées de cette dissonance pour pouvoir les traiter et rechercher avec sérénité des solutions qui soient le plus réalistes possible. Carol Dweck, qui est professeur de psychologie, dit qu'il y a deux manières de mesurer l'intelligence d'une personne. La première, et c'est souvent conforté par la culture du leadership, c'est le niveau de maîtrise d'un sujet, c'est-à-dire que tu as de la valeur si tu maîtrises ton sujet. Et la deuxième manière de valoriser l'intelligence, qui est davantage dans la culture de la co-responsabilité, c'est tu as de la valeur si tu continues, si tu fais un effort, si tu apprends. Donc, quand on se fixe des objectifs de performance dans une situation connue, ça a du sens, mais se fixer des objectifs de performance dans un environnement inconnu peut altérer l'équilibre. Donc c'est pour ça que la réponse, en fait, c'est plutôt que de vouloir absolument se taper la tête contre le mur et être absolument performant. Peut-être que sur certains aspects, on a plus intérêt à se fixer des objectifs d'apprentissage, parce que comme je me fixe un objectif d'apprentissage, je m'autorise à échouer. Je m'autorise à ne pas être parfait, parce qu'en ce contexte-là, dans cette situation, je ne peux pas être parfait. Donc je vous propose une petite animation. C'est la première animation de ce type que je fais. Donc j'espère que ça va fonctionner. Ce sont ce qu'on appelle les mots d'ordre en analyse transactionnelle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on a des mots d'ordre, par exemple soit parfait, en tant que tel, c'est correct. Par contre, la difficulté vient de l'excès d'attention du soit parfait. C'est-à-dire que si j'accorde trop d'importance au soit parfait, je risque d'être dans une insatisfaction permanente. C'est pour ça qu'en face, on a ce qu'on appelle des messages permissifs. Et ce que je vous propose, ce petit jeu, c'est de relier les injonctions naturelles aux messages permissifs des injonctions. Donc je vais vous laisser quelques minutes. Voilà, ça s'est arrêté. Donc les bonnes réponses, vous les découvrez dans le support. Hein. Je vais regarder un peu ce que ça donne. Est-ce que là, vous avez les réponses correctes? Autre chose également, on est dans un contexte où on ne sait pas trop quand on va sortir. Donc c'est de faire la part des choses entre ce sur quoi vous pouvez agir et ce sur quoi vous ne pouvez pas agir. Et donc ça peut être intéressant avec l'équipe de se dire, quand il y a un sujet, de classer dans cette grille à double entrée, et puis peut-être en fonction des sujets, des objectifs, dire voilà, moi je peux agir, mais je ne sais pas, je n'ai pas l'information, ou je ne sais pas comment faire, et donc c'est d'apprendre une nouvelle manière de faire. Quand vous êtes dans je peux agir et je sais, bah, c'est de le faire directement, et surtout quand vous ne savez pas et que vous ne pouvez pas agir, c'est d'apprendre à lâcher prise. C'est peut-être une des principales difficultés, et donc pour apprendre à lâcher prise, eh bien, je pense que le message, en fait, de son mieux, c'est-à-dire là, je ne peux pas, me paraît intéressant. Et puis quand vous savez, mais que vous ne pouvez pas agir, c'est tout simplement relayer l'information. Donc, ce que nous apprend cet accord, c'est d'accepter que sur certains sujets, on ne peut pas toujours tout maîtriser, surtout dans un contexte où on n'a pas de solution connue. Et ça permet de s'autoriser à faire de son mieux. Ça nécessite, en termes de posture, déjà d'être tolérant avec soi-même, mais aussi d'être tolérant avec l'autre. Puis vous avez une cinquième posture, qui est moins connu, qui s'intitule Soyez sceptique mais apprenez à écouter, qui dit que finalement, là, on est dans un nouvel mode de fonctionnement, on va travailler à distance sur une durée, que pour pouvoir y parvenir, on voit bien que les cultures managériales passées ne sont pas forcément adaptées, donc ça va peut-être nécessiter de notre part à remettre en question un certain nombre de croyances, un certain nombre d'habitudes, et c'est cela que veut dire cet accord. En fait, cet accord, il veut dire attention, parce que on est souvent convaincu qu'on a raison, et en plus on a tendance à vouloir avoir raison vis-à-vis des autres, surtout quand on n'est pas d'accord. Moi je sais qu'en général quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, c'est souvent l'autre qui a tort. Donc c'est revisiter en fait ce qui nous fait penser que nous avons raison, remettre en cause ses habitudes et ses croyances, et puis douter. Douter, ça veut dire mettre à l'épreuve ses vérités, ses croyances, ses points de vue, ses idées, aborder ce sujet sous un angle différent. Et comme moi j'ai une vision qui m'est propre, peut-être mutualiser avec les collègues, les inviter à échanger, à discuter
sur la manière dont ils perçoivent les choses et ce qui pourrait être fait autrement. Alors pour vous montrer un peu la force de ce phénomène, je vous propose de répondre à cette question. Donc c'est une petite histoire. Par exemple, voilà, que je vais vous lire. Marcel Trouillard est seul dans une voiture à l'arrêt. Un voyou fait le tour de la voiture. Marcel Trouillard le suit des yeux. Le voyou sort un tournevis et raye la carrosserie de la voiture sur toute sa longueur. Marcel Trouillard, qui a vu la scène, ne dit rien. Expliquez-moi pourquoi. Donc, a priori, ce qui ressort en premier, c'est la peur. C'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, je vais vous la montrer. C'est que si Marcel Trouillard ne réagit pas, c'est que c'est un bébé. Alors, en quoi c'est intéressant d'illustrer ça? C'est que là, en fait, on se rend compte que notre cerveau est conditionné. Donc bravo à tous ceux qui ont bien répondu. Et puis moi aussi, pour ceux qui n'ont pas bien répondu, moi j'ai pas bien répondu la première fois. Tout simplement parce que cette petite histoire a la pour vocation d'illustrer le fait que nous sommes influencés. Déjà, Marcel, c'est un prénom d'un certain âge. Le fait que je dise Trouillard, c'est je vous influence également. Et le fait qu'il ne réponde pas, on part du présupposé que Marcel Trouillard est un adulte. À aucun moment on n'aurait pensé que ce soit un bébé. Donc c'est ce que nous invite à faire cet accord. Hein. Faites attention à tous ces présupposés-là que vous vivez. Et si c'est difficile pour vous parce que vous êtes tout seul, partagez avec vos équipes. Douter, ça veut dire aussi ne pas considérer que lorsque l'on a une solution, elle sera forcément la bonne. Donc quand on est très influencé par le leadership, qui est quand même une culture dominante, quand on a une idée, quand on a un projet, on est persuadé qu'il va marcher et donc on a plutôt tendance à ne pas voir ce qui pourrait échouer. On a un outil pourtant qui s'appelle l'analyse des risques, hein, qui part du présupposé de se questionner sur finalement qu'est-ce qui fait que ça ne va pas marcher, mais on se rend compte que c'est pas suffisant. C'est pour ça que je voulais vous présenter le pré-mortem. Le pré-mortem, à la différence de l'analyse des risques, c'est que on n'est pas dans la recherche de ce qui pourrait ne pas marcher, on part avec la certitude que ça n'a pas marché. Il y a une différence fondamentale entre ces deux outils. L'exemple que je donne pour bien différencier l'analyse des risques du pré-mortem, c'est le mariage. C'est-à-dire que vous allez voir un couple qui se marie le jour de leur mariage, et vous êtes en analyse des risques et vous leur demandez quelles seraient les raisons pour lesquelles ils divorceraient. On peut très bien imaginer qu'ils vont regarder avec de gros yeux en disant n'importe quoi. On est en train de se marier, on est amoureux, nous c'est pour la vie. Alors que si vous allez les voir en mode pré-mortem, vous n'allez pas identifier ce qui pourrait ne pas marcher. Vous leur dites, ben voilà, on est dans 20 ans, vous venez de divorcer, vous m'expliquez pourquoi. Et là, du coup, il y a une autorisation qui se passe, je vous invite à le faire, à l'expérimenter. On s'autorise à exprimer des freins qu'on ne s'autoriserait peut-être pas à exprimer en analyse des risques parce qu'on est victime de ce qu'on appelle le biais attentionnel. C'est-à-dire que quand on est dans une solution qui nous motive, on a du mal à percevoir ce qui pourrait échouer. Donc vous avez un petit outil que vous pourrez regarder qui consiste finalement à reprendre un sujet. Donc là, on est dans le doute du cinquième accord. Là, je vous ai donné un exemple. Hein. Par exemple, on a décidé d'instaurer un processus où on va déclarer notre humeur quotidiennement parce que c'est important pour nous de voir comment tout le monde se sent. Et on se projette dans quelques mois. On se demande pourquoi notre intention, qui est quand même bienveillante, n'a pas fonctionné. Par exemple, les déclarations n'ont pas été suivies des faits. Je vous prends cet exemple-là. Et après avoir identifié la raison pour laquelle ça n'a pas marché, on va répondre à une deuxième question qui est maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait? Et là, peut-être qu'on aurait dû instaurer très rapidement un processus de feedback trimestriel pour pouvoir analyser toutes ces déclarations. Donc, le dernier accord, soyez sceptique et apprenez à écouter, nécessite en fait d'accepter que le caractère inédit de la situation et l'absence de modèle de référence expérientielle, c'est-à-dire que on n'a pas d'expérience par rapport à ce qu'on vit, nécessite en fait d'accepter de douter de nos pratiques actuelles pour s'ouvrir à de nouvelles pratiques, et c'est pour ça que vous avez une posture qui est l'ouverture. Donc quand on parle des accords Toltec, on se rend compte que chacun des accords sous-tend une posture. Et ce que je vous invite à faire en 2 minutes, c'est faire un diagnostic de ces postures en tant que manager, de me dire quel est de votre point de vue le niveau d'appropriation de ces 5 postures au niveau de l'équipe que vous managez, pour que ça puisse, voilà, vous puissiez vous faire une petite idée. Je vous remercie de votre participation. Donc on est sur des scores qui me semblent tout à fait normaux.